Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire de My Happy Job by Moodwork. On est ravis de vous accueillir. Alors ça sent un petit peu les vacances déjà, donc on était content de parler de déconnexion et du stress numérique aussi de manière un peu plus large, pour vous donner des bons conseils avant les vacances, avant l'été, mais aussi des conseils qu'on peut appliquer toute l'année, parce que la déconnexion, c'est pas seulement en juillet et en août. Et donc ça nous tenait à cœur aussi de partager des bonnes habitudes qu'on peut prendre à l'échelle individuelle et collective. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, comme d'habitude, je vois que vous le faites déjà, donc c'est merveilleux. N'hésitez pas à vous servir du chat pour nous dire bonjour, où vous êtes, en télétravail. Ce que vous faites aussi, ça peut nous aider pour vous donner des conseils adaptés. N'hésitez pas tout au long du webinaire à vous servir du chat pour partager, poser des questions. Vous avez aussi l'onglet questions et on consacrera un temps à la fin pour répondre à vos questions comme d'habitude. Et donc, je suis accompagnée aussi dans le chat par Nathan qui répondra aussi si vous avez des soucis techniques ou pour vous partager des ressources pour aller plus loin sur le sujet. Alors, pour parler de la déconnexion, j'ai deux invités aujourd'hui. Vous allez voir avec des regards très complémentaires. Donc, tout d'abord, bonjour Julie. Bonjour. Alors, tu travailles chez Mazars et tu occupes un poste qui s'appelle responsable efficience et innovation RH et tu t'occupes justement des sujets de déconnexion chez Mazars. Alors, est-ce que tu peux nous dire deux mots déjà sur ton entreprise, qu'on voit un petit peu le contexte dans lequel on intègre ce sujet? Oui, tout à fait. Donc, Mazars, c'est un cabinet d'audit et de conseil. Donc, on a un fonctionnement un peu particulier puisqu'en fait, on est prestataire de services. On a donc des clients qui nous mandatent pour réaliser différentes missions. Donc, on est tributaire de ces clients et souvent, on se cache un petit peu derrière ça pour expliquer certains de nos comportements. Et on a un modèle très pyramidal et hiérarchique puisqu'on recrute des juniors en sortie d'école qu'on fait évoluer dans notre organisation. Et donc, on a aussi un poids de la culture qui est important et qui a un impact sur les comportements de chacun. Très bien, merci. Bonjour Vincent. Bonjour. Tu es le fondateur et le dirigeant d'Into the Tribe. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots c'est quoi Into the Tribe? Bien sûr, alors Into the Tribe, on a deux types de métiers. On organise des séminaires de déconnexion numérique. Donc en fait, on emmène nos clients à la mer, à la montagne ou en pleine campagne pour se déconnecter. Et donc l'idée derrière, c'est de faire de la cohésion d'équipe. Et puis, on a aussi un autre métier qui est celui de la formation. On fait des ateliers, des formations et des conférences sur la thématique des usages numériques, mais aussi sur d'autres thématiques liées à la qualité de vie au travail, comme la gestion du temps, la gestion du stress, la concentration, etc., etc. Des sujets qui sont vraiment liés justement à l'idée de déconnexion. Je vais finir par me présenter. Donc, je suis Fabienne Brocaret, la fondatrice de My Happy Job by Moodwork, qui est un média en ligne. Et on a le plaisir d'organiser ce webinaire avec Generali Vitality, qui est partenaire de My Happy Job depuis les débuts. Et on va attaquer le sujet justement. Vincent, est-ce que tu peux nous dire déjà, quand on parle de connexion, d'hyperconnexion, qu'est-ce que c'est exactement et quels sont les signes un petit peu auxquels il faut faire attention à la fois à l'échelle individuelle mais aussi au niveau de l'entreprise? Alors effectivement, aujourd'hui, on vit dans un monde hyper connecté. Ça signifie quoi? Qu'on est connecté plusieurs heures par jour, à peu près 7-8 heures en moyenne par jour sur Internet, que ce soit depuis un smartphone ou depuis un ordinateur ou une tablette. Et eh bien, ça va relever des challenges à la fois pour les collaborateurs, mais aussi pour les entreprises. Et donc, les trois principaux challenges, on va dire que ce sont l'infobésité, le multitâche et le blurring. Alors, pour en parler rapidement, l'infobésité, c'est le fait qu'on reçoit trop d'informations et donc notre cerveau a du mal à traiter le volume d'informations. Pour vous donner un exemple, on reçoit aujourd'hui 10 fois plus d'informations qu'avant l'apparition d'Internet, donc avant les années 97-98. Mais notre cerveau, lui, n'a pas évolué. Donc, en fait, il se retrouve avec un volume beaucoup plus important d'informations et il a du mal à traiter ce volume d'informations. Je vous donne quelques statistiques. Un cadre reçoit en moyenne 90 emails par jour. Un Français va se connecter plus de 200 fois par jour sur son smartphone. Et donc, chaque jour, c'est beaucoup d'infos, que ce soit par les emails, par le WhatsApp, par le Teams ou autre. Autre problème, celui du multitâche. On pense que le multitâche nous rend efficace, mais c'est vraiment l'inverse qui se passe. En fait, notre cerveau a beaucoup de difficultés à faire du multitâche et pourtant, on va en faire tout au long de la journée. Quand on est, par exemple, en train de traiter des mails en réunion, eh bien, on fatigue beaucoup, beaucoup notre cerveau. Et puis, la troisième problématique, c'est celle du blurring. Donc, ça vient du mot anglais blurry. Ce concept du blurring, ça signifie que la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle est de plus en plus floue. On a du mal à séparer les deux. Et ça a pour conséquence que, eh bien, aujourd'hui, beaucoup de cadres, il y a des statistiques qui montrent que 78% des cadres continuent à regarder leur communication professionnelle pendant les vacances et pendant les week-ends. Et donc, on a de plus en plus de mal à déconnecter, ce qui peut créer des problèmes de santé.
On voit les enjeux sont vraiment, multiples et puis, à différents, niveaux. Julie, quand est-ce que vous avez commencé à adresser, ces sujets chez, Mazars et j'imagine que ça fait plusieurs, années, donc comment ça a évolué aussi avec le temps et puis avec forcément avec la crise du Covid aussi? Alors nous, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis longtemps parce qu'on met presque les collaborateurs dans une disposition et dans une posture d'hyperconnexion puisque chez nous, quand on arrive, tout le monde reçoit un ordinateur portable et un téléphone portable. Donc, c'est un sujet qui est là depuis longtemps. Donc, dès 2016 déjà, en fait, on lançait nos premières campagnes sur le thème à l'époque de vie pro, vie perso. Moi, j'ai choisi les deux. Donc, en fait, on a réalisé des vidéos en fait, qui mettaient en avant des collaborateurs qui avaient des activités en dehors du travail, en fait. Donc, des activités extra-professionnelles et c'est quelque chose qu'on cherchait à valoriser. On a signé bien sûr une charte du droit à la déconnexion en 2018, mais ça c'est presque l'aspect légal, j'ai envie de dire. Et on fait des sondages en fait régulièrement. Déjà depuis 2017, nous on mesurait que 42% des personnes qui répondent à nos sondages chez nos collaborateurs disaient répondre très fréquemment à leurs mails en dehors des horaires de travail. Donc on sait que c'est un sujet qui est là depuis un moment. Et donc depuis déjà 2019, on met en place des programmes donc, qui sont vraiment très concrets et très variés dans leur mode opératoire, avec vraiment l'objectif de transformer les pratiques. Donc, 2016, on en parlait déjà et depuis, on fait évoluer en fait la façon dont on traite le sujet. D'accord. Et pourquoi, Vincent, c'est, un petit peu urgent, j'ai envie de dire, aujourd'hui que les entreprises, s'y mettent? Pourquoi c'est un sujet qui est, vraiment important et pas du tout, anecdotique? Parce que l'hyperconnexion, en fait, a beaucoup de conséquences sur notre santé et notre qualité de vie au travail. Forcément, quand on reçoit beaucoup trop d'informations chaque jour, quand on se met en situation de multitâche, ça va nous créer du stress, ça va nous créer de la fatigue et de la surcharge mentale. Et puis, ça a d'autres implications sur notre qualité de vie au travail. Par exemple, ça va créer une baisse de la créativité, une baisse de la concentration. Ça se comprend assez facilement hein, quand on est concentré sur une tâche de fond, un travail important, et que là, on reçoit une petite notification d'un email ou notre téléphone qui va vibrer ou une notification de Teams, eh bien, on va détourner la concentration de notre sujet de fond pour la mettre sur l'email, peut-être ouvrir l'email, répondre à l'email, et ça va nous prendre beaucoup de temps pour nous reconcentrer. Pour vous donner une idée un petit peu, aujourd'hui, un cadre en moyenne est interrompu dans son travail toutes les 10 minutes. Et certaines études nous montrent qu'il nous faut en moyenne 20 minutes pour nous reconcentrer après avoir été interrompu dans notre travail. Donc, vous imaginez chaque jour le temps perdu à être déconcentré par ces petites interruptions. Ça peut aussi créer une augmentation du stress. Forcément, quand on rentre de vacances et qu'on a 4752 mails dans notre boîte de réception, forcément, ça crée un petit stress. Ça peut créer des problèmes de sociabilité. On le voit beaucoup en réunion, par exemple. Des gens qui ne s'écoutent pas parce qu'ils sont sur leur smartphone. Bref, on voit que le lien social est quand même beaucoup plus complexe dans les réunions aujourd'hui. Et puis, il faut savoir que pour les cas les plus graves, il faut savoir que l'hyperconnexion est un des facteurs de burn-out en entreprise et que la dépendance aux réseaux sociaux peut entraîner des risques de dépression. Donc, c'est vraiment des sujets qu'il ne faut pas du tout prendre à la légère. Je n'ai pas parlé des problèmes physiques, mais là aussi, encore une fois, on sait qu'il y a des problèmes, des troubles, des TMS, des troubles musculo-squelettiques, des problèmes avec la vision. Enfin bref, on sait que ça a aussi des conséquences sur notre physique et pas uniquement sur le mental. Ouais, on voit l'impact sur la santé, du coup, comme tu le dis, à la fois mentale et physique, l'impact sur le travail, sur la qualité de nos relations. Et est-ce que Julie aussi, ce côté déconnexion est une demande que vous voyez chez les jeunes peut-être candidats ou une aspiration peut-être un peu plus forte et dit un peu plus haut que les générations précédentes? Oui, clairement, nous, en fait, dans notre modèle, c'est ça, on recrute beaucoup de jeunes sortis d'école. Donc, la nouvelle génération, on la côtoie chaque année un peu plus et en nombre. Et clairement, pour eux, c'est un des sujets majeurs qu'ils posent en recrutement. En fait, déjà, on a un métier qui est connu pour avoir une charge de travail importante, l'audit et le conseil. C'est très formateur, mais c'est aussi très exigeant en termes d'investissement. Et aujourd'hui, les collaborateurs, ils se détournent de ça, en fait. Donc, quand ils recrutent chez nous, ils nous posent la question, quel est le volume horaire? Comment est-ce que je peux m'organiser? Est-ce que je pourrais toujours faire mon activité du soir, ma passion, je sais quoi? Donc, c'est un vrai sujet. Et même quand ils sont chez nous, maintenant, ils osent le dire. C'est-à-dire que c'est une génération qui ose dire non, en fait,
Simplement, ça, je ne pourrais pas le faire, ça attendra, etc. Donc, effectivement, on doit aussi composer avec tout ça. Et alors, concrètement, comment vous faites pour composer avec tout ça et quelles mesures vous avez mises en place? Alors, en fait, on a un programme d'action que je peux appeler la digital detox, on va dire. Donc, c'est des actions qu'on met en place sur le temps long. Et donc, je peux que confirmer ce que dit Vincent parce qu'on fait des études pour appuyer tout ça. Et on a aussi mesuré que 40% des personnes chez nous disent avoir des difficultés à se connecter. Il y a plus de 60% qui ont des frustrations entre leur équilibre vie pro, vie perso. Donc, c'est une réalité qu'on veut vraiment combattre. Et pour ça, en fait, on s'est fait accompagner par une société d'abord qui s'appelle Mailloop, parce que chez nous, on aime la donnée, on aime la data, et donc on a pu en fait mesurer nos volumes d'informations. Donc pour nous, c'était la première étape, avoir des chiffres sur nos pratiques, voir d'où on partait, quel était le constat. Et 3 chiffres clés qu'on a retenus, c'est en lien avec ce que disait Vincent. Donc, un manager chez nous, il traite en moyenne un email toutes les 5 minutes, toute la journée, toute l'année. 55% de nos emails sont répondus en moins d'1 heure. Donc, est-ce que vraiment l'email, c'était le bon canal? Parce que là, le jeu de ping-pong et l'aller-retour, on voit ce que ça veut dire. Et surtout, en fait, le dernier chiffre qui nous a le plus assommé, c'est qu'en fait, 78% des flux d'emails sont des emails internes à l'organisation. Oui. Donc, en fait, c'est quelque chose, une infobésité, ce dont parlait Vincent au début, l'infobésité, on se la crée nous-mêmes, en fait. C'est vraiment pour nous, par nous, mais à cause de nous. Donc, voilà, on a eu cette première phase-là. On a donné accès à ces informations aux collaborateurs pour qu'ils aient une vision individuelle de leurs propres usages. Et ensuite, on a essayé de les accompagner. Donc, parce qu'au-delà des chiffres, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on a fait des webinars de sensibilisation sur différents sujets, de l'empathie numérique, le stress numérique, pour vraiment ils puissent comprendre ça. On a fait pendant toute une semaine, on n'a parlé que des usages du numérique. Donc, pendant une semaine, on a parlé de ça tous les jours, sous différents formats, des podcasts, des articles, des outils très concrets. Enfin, voilà, on a construit un process pour qu'ils puissent prendre conscience de tout ça et qu'ils aient des outils, en fait, pour vraiment passer à l'action. Et donc, voilà, les 2 dernières choses, c'est 2 outils très concrets parce que tout ça, c'est de la sensibilisation, c'est de la formation. Mais on a mis en place des outils. Donc, le premier qu'on a développé chez nous, qui est un pop-up qui, lorsqu'un collaborateur veut envoyer un mail en dehors des horaires, donc après 20h, avant 8h ou le week-end, il y a un pop-up qui s'affiche et qui lui dit que chez Mazars, bon, je vous la fais en courte, mais on n'envoie pas, on conseille de ne pas envoyer des emails en dehors des horaires de travail. Et donc, on lui propose de décaler en un seul clic son mail. Donc, c'est très facile. Il ne faut pas aller chercher dans Outlook, penser à différer, faire 3 clics. C'est pour tous les emails. Il y a aussi une version pédagogique là-dedans. C'est qu'en fait, à chaque fois, si la personne, elle clique sur « Non, je ne veux pas différer, je veux l'envoyer », si elle clique 15 fois dessus, il y a peut-être un moment donné où elle va se dire qu'il y a un souci. Et la deuxième chose, l'autre chose très concrète qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté dans nos signatures d'email une phrase. Donc ça, les signatures, elles sont poussées pour nos 4000 collaborateurs. Donc il y a une phrase qui dit « Mazars s'engage pour l'équilibre vie pro-vie perso des collaborateurs. À ce titre, les emails reçus en dehors du temps de travail n'appellent pas de traitement immédiat. » Donc là, il y a en fait un espèce d'une règle institutionnelle sur laquelle tout le monde peut s'appuyer et dire Mazars, en tant qu'organisation, dit que non, en dehors des horaires, je ne suis pas obligée d'y répondre. Alors, bien sûr, ce n'est pas toujours possible. Il y a des moments dans l'année où c'est plus compliqué. Il y a des rushs d'activité, des pics, etc. Mais en tout cas, c'est un message qu'on a voulu fort et adresser à la fois en interne, mais aussi en externe. Donc, aussi à destination de nos clients. Ouais, c'est important. Non, mais c'est des choses qui paraissent très simples, mais qui au quotidien, je pense, peuvent vraiment changer la donne. Et en effet, on passe de la sensibilisation aux actions plus concrètes et ancrées dans le quotidien. Vincent, est-ce que tu as d'autres bonnes pratiques comme ça au niveau de l'organisation, au niveau collectif à nous partager ? Oui, bien sûr. Alors, nous, c'est ce qu'on fait aussi. On fait beaucoup de sensibilisation, de formation chez nos clients et on leur donne des méthodes très pratiques, très concrètes. L'idée, c'est vraiment d'aider les collaborateurs vraiment à améliorer leurs usages numériques. Et donc, par rapport, notamment, on parlait des mails juste avant. Par rapport aux mails, il y a plusieurs bonnes pratiques qu'on peut mettre en place. Nous, c'est ce qu'on appelle les règles de 3. C'est-à-dire, première règle de 3, on essaie de consulter sa boîte mail que 3 fois par jour. Donc, je sais que ça peut en faire sourire certains. Ce n'est pas simple à mettre en place. Il y en a qui sont. Voilà, mais pourtant, c'est une super bonne pratique parce qu'en faisant ça,
on n'est plus en situation de multitâche. On se dit, voilà, j'ai 3 créneaux d'1 heure ou 3 créneaux d'1 h 30 ou de 45 minutes de mail chaque jour. Et en dehors de ces créneaux-là, je ne retourne pas sur ma boîte mail. Et donc, ça m'évite de faire des mails en réunion et donc de faire du multitâche. Et ça m'évite aussi de retourner sur mes mails lorsque je bosse sur des tâches de fond. Deuxième règle de 3, c'est de se dire, au bout de 3 emails échangés avec un contact et on sent que c'est compliqué, qu'on a du mal à se comprendre, que ça crée des problèmes, on arrête l'email et on va plutôt s'appeler ou se faire une visio, ou si on est au bureau, on va se voir. Parce qu'on sait qu'en 5 minutes de conversation, on est beaucoup plus efficace pour traiter une urgence ou pour traiter un problème qu'avec des échanges d'emails interminables. Et donc ça, c'est dû au fait que par mail, on n'a que les mots, donc on se coupe d'une très grosse partie de la communication. Troisième règle de 3, c'est de se dire, on se plaint qu'on en reçoit trop de mails, mais nous aussi, on envoie trop de mails. Donc peut-être faire attention à qui on va mettre en destination, qui on va mettre en copie des emails. Et pour ça, la bonne pratique, c'est de se dire, j'essaie de limiter à 3 personnes mes emails, que ce soit en destination et en copie. Donc, ce n'est pas faisable dans tous les cas de figure. Forcément, si vous faites un mail d'information pour une équipe, ce n'est pas faisable. Mais dans 80% des cas, je pense qu'on peut facilement limiter à 3 personnes son mail. Et en faisant ça, on reçoit aussi moins de mails en réponse. Et puis, j'aimerais juste ajouter une 4e bonne pratique quand même qui me paraît évidente, mais qui ne l'est pas pour tout le monde. C'est attention aux notifications. Les notifications, c'est une machine à distraction. Donc, moi, je vous conseille de supprimer toutes vos notifications, vraiment surtout celles des emails, celles de Outlook ou de Gmail qui vient vous perturber. C'est ça qui vous fait perdre beaucoup de temps dans votre journée de travail. Pareil pour le Teams. Essayez de paramétrer au mieux vos notifications. Alors, peut-être pas tout supprimer, mais peut-être laisser uniquement les notifications de certaines personnes, de certains canaux, de certaines équipes, de là où pourraient venir les urgences, mais pas de subir toute la journée des notifications, parce que c'est ça qui vous fait perdre en concentration et c'est ça qui vous fait du coup perdre du temps dans votre journée de travail. Oui. On nous parle dans les difficultés qu'on peut avoir de la pression de l'urgence. On vit dans une culture de l'immédiateté où on reçoit quelque chose, on est tout de suite dans la réaction, et on a aussi de la pression qu'on nous met ou qu'on se met soi-même pour y répondre. Quels seraient vos conseils justement pour être peut-être moins dans la réaction et moins subir ce flot incessant ? Nous, ça, c'est clair que c'est quelque chose qu'on a aussi mesuré avec Mailloop, c'est que 55% de nos emails sont répondus en moins d'1 heure. Donc, ne serait-ce que ça, on démontre par les chiffres que oui, c'est une réalité. Je pense que nous, ce qu'on a appris, c'est que, en fait, il faut poser une culture du numérique et définir une culture des usages avec ses équipes. Donc, c'est peut-être pas possible avec tout le monde. Il y a peut-être des gens avec qui on n'arriverait pas à faire ça, mais en fait, il faut déjà en parler, en fait. Moi, j'ai dit à mes équipes, par exemple, ne pas m'envoyer de mail qui dit merci pour ce mail ou merci pour cette info. Donc ça, c'est sur l'infobésité, c'est pas sur l'exigence de l'urgence, mais juste se mettre d'accord avec les gens, de dire, voilà, moi, je fonctionne sur le créneau je consulte 3 fois par jour ma boîte de réception. Donc, si c'est très urgent, appelle-moi, en fait. Utilise un autre canal. C'est peut-être pas le bon. Et en fait, il faut que les gens aussi apprennent à gérer l'urgence. En fait, il faut aussi les éduquer. Nous, on avait des senior managers chez nous qui, dans leurs objets d'email, mettaient urgent, 3 points d'exclamation, capital, etc. Voilà. À qui on a dit, en fait, il faut faire des feedbacks. En fait, à qui on a dit, ça, c'est plus possible. En fait, ça pressurise les équipes. En réalité, c'est pas urgent. Ça décrédibilise la demande. Enfin, voilà, je pense qu'il y a une espèce de courage dans le feedback aussi qu'il faut essayer de mener. Oui, on le voit, on a plein d'exemples. Ça parle à beaucoup de monde dans le chat et beaucoup nous disent, si je ne réponds pas par mail dans X temps, on m'envoie un SMS ou un autre canal, les messageries instantanées. Quels seraient tes conseils justement, Vincent? On le voit bien, il y a le côté discussion, quel canal on utilise. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on peut essayer de penser? Oui, c'est comme ce que disait Julie juste avant, c'est-à-dire que ça passe beaucoup par la communication. Alors, nous, on le voit avec nos clients ou nos fournisseurs qui souvent nous demandent des réponses urgentes, etc. Ça passe par, voilà, j'ai bien vu ta demande, on la traite, ne t'inquiète pas, parce que souvent, il faut rassurer la personne en face. Et je vais prendre le temps de bien travailler dessus pour te faire une belle proposition. C'est beaucoup de communication et il faut faire attention à pas rentrer dans ce cercle vicieux de toujours plus vite, toujours plus rapide, parce que la qualité du travail aussi se dégrade. C'est quand on répond du tac au tac, quand on ne prend pas le temps de réfléchir, ça crée pas forcément la meilleure réponse aussi. Donc, c'est beaucoup de communication et c'est clairement au manager aussi de montrer l'exemple, de ne pas envoyer des mails avec urgent en gras avec des points d'exclamation, parce que
si lui fait ça, forcément, le reste de l'équipe va se laisser entraîner dans ce jeu de l'immédiateté qui est pas bon, quoi. Ouais. On a une très bonne image de Claire dans le chat qui nous parle. Je dis souvent aux collaborateurs que s'il y a le feu, ils n'envoient pas un mail aux pompiers, ils appellent. Ça doit être pareil en entreprise. Et en effet, je trouve que c'est très parlant et que quand il y a urgence, on n'envoie pas un mail. Et en effet, c'est pas forcément le canal le plus adapté. Et il y a aussi, pardon, Fabienne, il y a aussi Vas-y. qu'est-ce que c'est qu'une vraie urgence aussi? Parce qu'aujourd'hui, le mot urgent, il est utilisé à toutes les sauces. C'est aussi dans l'équipe de travailler sur qu'est-ce qu'une vraie urgence pour nous. Ne pas utiliser ce mot vraiment pour tout et pour rien. Voilà, nous, quand on fait des formations chez la Croix-Rouge, l'urgence, c'est pas la même que quand on va travailler avec une entreprise de service. Eux, ils ont des urgences où on parle de vie ou de mort. Forcément, c'est pas la même chose qu'il y a un process qui va pas ou il y a un client auquel il faut qu'on réponde rapidement. Donc, c'est ça aussi qu'il faut définir. C'est quoi l'urgence pour nous et par quel canal on passe? Bien évidemment, favoriser au maximum le téléphone et encore mieux la visio ou le face-à-face. Parce que quand on doit traiter une urgence, il faut mettre toute la communication de son côté et pas uniquement les cris et les mots. Vous avez commencé tous les deux à l'évoquer, le manager a un rôle clé à jouer. Quels seraient vos conseils? Tu parlais d'exemplarité, Vincent, dans son comportement. C'est pas forcément évident tous les jours. Donc, quels conseils on peut transmettre quand on est manager pour essayer soi-même de déconnecter, mais aussi de partager des bonnes pratiques avec son équipe? Alors, nous, c'est évidemment le maillon, enfin un des maillons, on s'est dit qu'il fallait qu'on actionne en fait pour faire changer les choses très, très concrètement. On s'est dit en fait, c'est quelqu'un qui a suffisamment d'influence pour insuffler au sein de son équipe les bonnes pratiques, mais qui a suffisamment assez d'expérience pour tenir le cap face à la direction. Et en même temps, c'est une population qui est difficile à faire changer parce qu'elle a pris des habitudes de fonctionnement qui ne sont pas toujours les bonnes. Et donc, nous, là-dessus, on a un exemple criant, c'est qu'on a voulu leur faire tester en premier cet outil d'envoi d'emails différés. Donc, ça, c'était en 2018 qu'on a commencé les tout premiers tests. Et on pensait que ça allait être très simple. C'est des gens chez nous qui travaillent depuis 5 ans. Donc, on se dit encore une population agile, jeune, digitale. Et en fait, on a eu une vraie levée de bouclier. Parce qu'en fait, ce que voyaient là-dedans les managers, c'était une privation de liberté individuelle. C'est de te dire, mais attendez, mais moi, j'agis comme je veux agir. En fait, moi, je m'organise comme ça parce que tu comprends, c'est plus simple que j'envoie des mails à 22h parce qu'à 18h, je peux pas, je fais autre chose. Donc, en fait, il y avait un peu, on se cache derrière cette liberté-là. Et pareil, en fait, on a réussi à leur démontrer que cette logique, elle ne tenait pas. Parce qu'en fait, il y a un vrai sujet de réciprocité, et on l'a dit à un moment donné. Et en fait, ce qu'on a mesuré, c'est que 56% des emails qui sont envoyés en dehors des horaires, ils génèrent une réponse en dehors des horaires. Donc, en fait, on ne peut pas se cacher derrière « oui, mais moi, mon comportement n'a pas d'impact sur le comportement de l'autre ». Donc, en fait, c'était déjà déconstruire ça, déconstruire « ok, ta liberté, mais en fait, ce que tu fais, ça a un impact sur les autres ». Donc, ils en prennent conscience. Et donc, du coup, c'est essayer de les travailler, eux, concrètement, de leur donner des outils. Donc, on a créé des fiches où, en fait, qui peuvent travailler avec leurs équipes. S'asseoir autour d'une table, en fait, et se dire, voilà, comment est-ce que nous, on va fonctionner? Donc, ça reprend quelles sont les urgences, comment on les définit, comment on les traite, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on se dit par mail, qu'est-ce qu'on se dit par Teams, enfin, voilà. Donc, essayer un peu de les outiller pour les faire avancer. Vincent? Oui, alors pour rebondir là-dessus, nous, ce qu'on met en place chez Into the Tribe, c'est vraiment des formations et de la sensibilisation sur 2 niveaux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a déjà premier niveau, sensibiliser, former chaque collaborateur sur ses usages individuels. Et deuxième niveau, c'est vraiment former les managers pour travailler sur les usages collectifs des équipes. Et donc ça prend plus de temps, hein, ça ne se fait pas en 1 heure, hein, c'est plusieurs sessions, c'est 3 heures, enfin bref, c'est en plusieurs fois. Et là-dessus, eh bien, on va leur parler de leur rôle d'exemplarité et on va leur parler aussi du fait que c'est à eux d'insuffler ça dans leurs équipes. Donc, ça passe par plein de choses. Ça passe par repérer des collaborateurs qui seraient en souffrance ou des collaborateurs qui seraient nuisibles, donc qui créeraient du stress au sein des équipes. Ça passe par s'inspirer de bonnes pratiques qu'on peut avoir dans d'autres entreprises et de les tester du coup dans son équipe. Enfin bref, c'est tout un travail qui prend plus de temps et qui est vraiment, là pour le coup, on est sur du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on va s'adapter aux besoins de l'équipe.
Pour rebondir sur ce que disait Julie, je comprends que les managers aient du mal à différer leurs emails, mais il ne faut pas qu'ils oublient que, attention, en fait, moi, j'ai envie de travailler à 22 heures, mais est-ce que j'ai besoin de polluer la personne en face? Est-ce que j'ai besoin de mettre la personne en face dans une situation qui pourrait être stressante, qui pourrait être nuisible pour elle? Donc, c'est ça aussi qu'on explique aux managers dans ces formations, c'est oui, on peut continuer à travailler à 22 heures, même si moi, je le déconseille fortement, parce que en faisant ça, ils ne respectent plus leur équilibre vie pro, vie perso, et ils mettent leur santé en danger sur le long terme. Mais au moins, si je le fais, derrière, je ne vais pas polluer inutilement des collaborateurs qui n'ont de toute façon pas besoin d'avoir l'info à 22 heures. Donc, ça passe par beaucoup de communication. Et ce qui est intéressant dans ces ateliers pour managers, c'est que, on va créer des nouvelles bonnes pratiques d'équipe. Donc, peut-être des bonnes pratiques en termes de réunion, en termes d'email, en termes d'usage de Teams et en termes de déconnexion. Et on nous demande dans les questions si mon manager a le profil un peu que vous décrivez, envoyer les mails le soir, pas forcément aussi le week-end. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que moi je peux faire en tant que salarié pour essayer que ça change? Parce que quelle est la marge de manœuvre un petit peu des salariés quand on a un manager qui est comme ça? Qu'est-ce que vous conseilleriez? Moi, je pense, c'est une réponse un peu facile peut-être, mais je pense que déjà, ça passe par mettre les choses à plat, en fait, en discuter et juste déjà exprimer en fait ce que ça génère chez soi. En fait, le manager, il ne peut pas tellement s'opposer aux sentiments ou en tout cas aux contraintes que ça génère chez le collaborateur. Donc déjà, je dirais en parler, comprendre pourquoi il fait ça, en fait, En fait, lui, si ça se trouve, il n'attend pas du tout de réponse et il n'a pas du tout mesuré quelles étaient les conséquences. Bon, après, on ne va pas parler des comportements vraiment déviants et qui sont inadaptés pour lesquels, malheureusement, ne serait-ce qu'une discussion et communication ne suffirait pas. Mais déjà, juste faire prendre conscience aux gens de attention, ceci a un impact sur moi, tu ne l'as peut-être pas mesuré. Et si la personne a un tout petit peu d'empathie, je pense qu'elle comprendra. Et la communication non violente peut être utile pour ça, pour si vous voulez aller voir, c'est je m'exprime avec le jeu et pas tu m'envoies toujours des mails tard le soir, mais quel impact ça a sur moi, exactement ce que tu dis Julie, ça peut aider d'exprimer en effet les répercussions et en effet le manager ne s'en doute pas forcément. Et justement à l'échelle individuelle, on a Salma qui nous pose la question, les vacances arrivent, quels seraient vos conseils? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place là d'ici les congés pour certaines qui partent bientôt pour passer de bonnes vacances déconnectées? Qu'est-ce que vous nous recommandez? Alors moi, j'ai plein de conseils par rapport aux vacances et effectivement, la période de juillet-août est vraiment optimale pour déconnecter. La première chose à faire, c'est de bien préparer, de bien anticiper ses congés et pour ça, autant déjà prévenir à l'avance ses interlocuteurs importants de ces dates de congés pour essayer de finaliser tous les plus gros dossiers avant. Ensuite, c'est de créer un système de backup. Donc, ça veut dire prendre quelqu'un de confiance de son équipe qui connaît bien le métier. Et cette personne, on va la briefer et on va lui expliquer un peu quelles pourraient être les urgences qui pourraient tomber pendant nos congés. Alors, attention à ça, cette personne, elle est là pour traiter les urgences. Elle n'est pas là pour faire notre travail. Ça, je préfère quand même préciser. Une fois qu'on a bien briefé notre backup, on met bien sûr un message d'absence. Je serai absent de telle date à telle date sans aucun accès à ma boîte mail. Si vous mettez que vous avez un accès limité, le risque, c'est que les gens ne voient pas le mot limité et continuent à vous envoyer des emails. Donc, vraiment, mettez aucun accès à votre boîte mail. Pour toute urgence, veuillez contacter telle personne. Et là, vous mettez les coordonnées de votre backup. Ensuite, vous partez et l'idée, c'est de dire à votre backup, s'il y a une urgence et que tu n'arrives pas à la traiter avec toutes les personnes de l'équipe qui sont encore sur place, je te propose de m'envoyer un SMS pour qu'on fasse un appel dans la journée et qu'on essaie de traiter ensemble l'urgence. En faisant ça, l'idée, c'est que le backup va tout faire déjà pour résoudre le problème sans vous déranger pendant vos vacances. Et ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de déconnecter au maximum. Donc voilà, prenez pas votre téléphone pro, votre ordinateur pro. Si vous n'avez qu'un téléphone, enlevez votre Teams de votre téléphone, enlevez votre boîte mail. Logiquement, quand vous êtes en congé, c'est fait pour vous reposer. Comme vous avez le droit à la déconnexion. Donc, essayez de profiter à fond de cette déconnexion. Si jamais vous devez tout de même travailler ou répondre ou être réactif, ce que je ne conseille pas encore une fois, au moins faites ça tous les jours à la même heure. Imaginons que vous travaillez à la Croix-Rouge justement et que vous devez être obligatoirement connecté. Je fais exprès d'appuyer sur la Croix-Rouge pour bien montrer que je pense qu'il n'y a quand même que très peu de postes qui sont où on n'est pas remplaçable. Mais bon. Et du coup, dans ce cas-là, au moins, connectez-vous chaque jour à la même heure. Créez-vous cette routine-là, ce qui va faire que vous n'allez pas être tenté de regarder vos mails à n'importe quel moment de la journée.
Et ensuite, il y a aussi le retour des vacances, qui n'est pas simple. Parce que quand on a déconnecté pendant 3 semaines et qu'on revient et qu'on a 4752 mails, C'est ça. 40 coups de téléphone, etc., ça peut être stressant. Donc pour ça, quelques petits conseils. Premier conseil, mettez sur votre message d'absence que vous rentrez que le mardi au lieu du lundi. Ça va permettre de ne pas avoir, en plus des 4752 mails, les 40 coups de téléphone Pas mal ça. qui vous attendaient au tournant. Ensuite, première chose à faire, c'est débriefer avec le backup. Vous allez voir votre backup, vous allez lui demander voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez pu traiter, qu'est-ce que moi je dois traiter en urgence. Votre backup, il a une visibilité sur ce qui s'est passé et il va pouvoir vous guider sur c'est quoi la priorité. Et ensuite, vous ne dites pas je vais essayer de traiter tous mes mails le lundi en rentrant, parce que c'est clairement stressant. Donc peut-être le lundi, je traite que mes mails urgents et importants. Et après, je me bloque 2 heures par jour dans mon agenda les autres jours de la semaine pour pouvoir traiter les autres mails. Et vous allez voir qu'il y a plein de mails qui ont déjà été auto-traités. Voilà mes petits conseils pour déconnecter. Et vraiment, allez-y là, profitez de cette période estivale pour tout couper. Vous allez voir que vous allez revenir bien plus motivé, en pleine forme et ça se verra sur votre niveau de travail aussi. Ah, exactement, oui, oui. L'impact sera à la fois, là encore, physique et mental. Et pour gérer l'urgent important, vous pouvez aller voir aussi la matrice Eisenhower. Ça peut vous être utile de voilà, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je peux supprimer comme mail, qu'est-ce que je peux déléguer. Voilà, et ça permet de remettre les priorités, en effet, plutôt que de se sentir noyé dès le lundi par le retour. Julie, tu auras des compléments pour les vacances par rapport à ce que vous faites ou ce que tu fais toi aussi? Il y a des choses que je veux un peu tester. Je ne sais pas du tout comment ça peut être perçu, mais je me suis dit déjà, pourquoi pas mettre un message d'absence avant le départ en vacances. Donc, une semaine avant, un message d'absence qui dirait je ne serai pas là de telle période à telle période. Si des urgences doivent être traitées absolument avant ce départ-là, parlons-en. Enfin voilà, juste quelque chose que les gens, effectivement, aient le temps de s'organiser et prennent conscience qu'on ne sera pas là. Je me dis pourquoi pas mettre un message d'absence un peu décalé. Donc ça dépend un peu peut-être de vos cultures d'entreprise. Mais moi, j'ai des amis qui sont freelance et qui du coup s'autorisent un petit peu des choses originales. Et en fait, ça fait sourire les gens en fait. C'est l'occasion d'en parler au retour des vacances. Les gens se disent ah bah oui, enfin voilà, ça crée quelque chose. Ou alors être complètement drastique et mettre un message d'absence qui dit alors peut-être à différencier en interne, en externe, je ne sais pas, mais on peut le faire, qui dit qu'aucun email envoyé pendant cette période de vacances ne sera lu et que le sujet devrait être réabordé à la rentrée s'il est toujours d'actualité. Tout en créant une règle, et il faut s'y tenir par contre, il faut faire ce qu'on dit, créer une règle automatique qui va les classer automatiquement tous les mails dans un dossier mail reçu pendant les vacances à ne pas traiter. Voilà, je ne sais pas encore pour laquelle des options je vais oser, mais voilà, je me dis, ça fait un peu bouger les lignes peut-être. Et en tout cas, effectivement, moi, je suis assez d'accord sur le fait que essayer aussi, il y a 2 choses, essayer de ne pas se trouver des excuses sur oui, mais là, c'est super important, faut vraiment que je le fasse, non, mais vous comprenez, j'ai pas le choix. Donc, essayer d'être aussi soi-même réaliste par rapport à en fait, qu'est-ce qu'on attend vraiment de nous, où est-ce qu'on peut dire non. Et aussi d'une autre façon, voilà, se déculpabiliser à l'inverse. Si parfois on n'arrive pas à déconnecter, que parfois on regarde un peu nos mails, etc. Aussi se déculpabiliser si c'est notre mode de fonctionnement et que ça nous fait du bien. Voilà, je veux dire, on fonctionne tous d'une façon différente. Il ne faut pas non plus qu'il y ait d'injonction absolue. C'est voilà, chacun et aussi trouve son équilibre. Oui, c'est ce que disait Vincent, c'est si ça peut rassurer de se dire je me connecte tel jour et à telle heure et je fais ça comme rituel et le reste du temps je profite des vacances, mais très bien. Et puis ça peut être aussi quand on est hyper connecté, c'est compliqué du jour au lendemain de tout lâcher d'un coup. Souvent il nous faut la première semaine pour voilà, vraiment déconnecter. Donc c'est aussi voilà, la stratégie des petits pas là encore peut être rassurante et on se rend compte que tout va bien, que tout continue à tourner sans nous et que du coup on peut vraiment déconnecter et ça fait du bien aussi. On nous parle dans les questions, au-delà des mails, des nouvelles manières de communiquer, que ce soit par Slack, par Teams, où là, on a peut-être encore plus une culture de l'immédiateté parce qu'on est dans la messagerie instantanée ou WhatsApp, etc. Quels seraient vos conseils là aussi pour ne pas passer sa journée à répondre à des messages sur Slack ou Teams par rapport à des mails? Alors, il faut faire attention parce que sur Teams, on a récupéré toutes les mauvaises pratiques des emails. Ça a été instauré très rapidement dans les organisations, les entreprises. Bien évidemment, dans la plupart des organisations, il n'y a pas eu de formation à comment bien utiliser l'outil. Alors, c'est un outil qui est hyper intéressant. Je ne suis pas du tout pour critiquer l'outil, mais les usages qu'on a mis en place sur cet outil sont, à mon avis, pas les meilleurs aujourd'hui.
comme tu le disais, Fabienne, ça fait augmenter encore l'immédiateté. Et pour certains collaborateurs, on sent qu'il y a un vrai souci avec Teams. On a besoin de répondre très vite. On dérange les collaborateurs un peu n'importe quand tout au long de la journée. Donc, c'est pareil, il faut se mettre des règles et se dire, est-ce que mon Teams, il a besoin d'être allumé tout le temps? Comment je fais pour paramétrer mes notifications, pour avoir uniquement des notifications des choses qui sont vraiment importantes pour moi et mon métier, et pas avoir des notifications d'un collègue qui va nous parler de quelque chose qui n'est pas urgent, voire de quelque chose qui n'aurait rien à voir avec le travail. Et derrière ça, ne pas hésiter à abuser du mode ne pas déranger, hein, qui est quand même un bon mode sur Teams. Quand on travaille sur des tâches de fond, ça vaut le coup d'utiliser ce mode-là. Quand on est en réunion, pareil, même de carrément fermer son Teams. Hein. Parfois, c'est hyper important quand on doit se concentrer 1 heure sur une tâche de fond très importante et qu'on a besoin d'être vraiment, vraiment hyper focus, c'est le moment de couper son Teams. Donc voilà, c'est pas mal de bonnes pratiques qui font qu'on arrête d'être tout le temps en multitâche. On utilise le Teams pour de la collaboration, mais pas tout au long de la journée quand on est en réunion ou quand on est en train de travailler sur des tâches de fond. Et ça, n'hésitez pas aussi, je pense, à le mettre dans les agendas, c'est-à-dire à vous mettre des plages, des moments, 1 heure, je suis indisponible. Et du coup, on sait que si vous partagez l'agenda avec vos collègues, c'est un moment où vous ne prenez pas de rendez-vous, vous ne prenez pas de sollicitations. Et je connais certaines qui le font, par exemple, le vendredi après-midi pour pouvoir boucler tout ce qu'ils ou elles doivent faire et partir en week-end tranquille. Donc, ça peut être aussi des choses à tester, de voir pour… Juste pour ajouter quelque chose, Fabienne, par rapport à ça, moi, je conseille une très bonne pratique qui s'appelle Eat the Frog. Donc, ça veut dire avaler sa grenouille en français. C'est une méthode de gestion du temps qui me dit que tous les matins, pendant 1 heure, on doit faire une tâche de fond, la tâche de fond la plus complexe, la plus importante, la plus prioritaire. Et donc là, comment ça se passe? J'ouvre mon ordinateur, j'ouvre pas ma boîte mail, j'ouvre pas mon Teams, et pendant 1 heure, je suis ultra, ultra concentré sur la tâche de fond la plus prioritaire. Juste en se bloquant 1 heure comme ça, sacrée chaque jour, sur sa tâche de fond la plus importante, déjà, on va pouvoir vraiment abattre une belle quantité de travail et sans être interrompu, sans être dérangé toutes les 2 minutes. Et Julie, comment vous fonctionnez? Oui, alors moi, je ne suis pas trop du matin, donc je ne fais pas ça le matin. Je me bloque des plages horaires, effectivement. En fait, je m'auto-invite à une réunion pour le sujet X pendant ma journée de travail. C'est aussi hyper important. Et en fait, ce qu'il y a de fou, c'est qu'on parle beaucoup des outils. Et effectivement, ils sont venus encore rajouter une petite couche supplémentaire à tout ça. Mais en fait, il y a 6 ans, quand on parlait déjà de ça, je me rappelle de quand on avait des ateliers de travail où les gens disaient « Non, mais quand même, envoie pas un mail ou prends pas ton téléphone, mais descends d'un étage, tu te rends compte, t'as le bureau juste à côté. » Donc, il y avait déjà vraiment, est-ce qu'il faut passer par cet outil-là? On est juste à côté. Et en même temps, aujourd'hui, le télétravail, c'est une vraie envie des gens. Donc, en fait, aujourd'hui, les gens ont envie d'être en télétravail, ont envie d'avoir leur temps pour eux. Donc, avec ça vient cette problématique de, oui, nécessairement, si on n'est plus le bureau à côté, là, on ne peut plus dire aux gens, allez, prends l'ascenseur ou descends 2 étages et viens me voir. Donc, de fait, il faut quand même composer avec ces outils-là. C'est juste qu'il faut les régler, en fait. Il faut pas se laisser submerger. Donc, nous, ce qu'on fait, par exemple, c'est que, parce que pareil, on a mesuré que le temps passé en réunion et le volume d'emails traités sur la pause déjeuner avait explosé. Parce qu'en fait, les gens n'ont plus de sas, en fait. Les gens n'ont plus le sas qui les amène au travail, les sas qui les ramène et cette pause un peu sacrée du déj. Et donc, on a fait envoyer un mail par notre DRH qui a demandé à respecter le temps de travail de tous les collaborateurs et le temps de pause, et donc de ne plus organiser de réunions sur la pause déjeuner. Donc voilà, aussi, encore une fois, des messages institutionnels qui sont là pour rappeler, en fait, quand même quel est le cadre. Le cadre, oui, c'est important. Et on parle du télétravail. Avant de passer aux questions, n'hésitez pas s'il y en a d'autres. On en a pris pas mal en chemin au cours du webinaire, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra avec plaisir. Par rapport au télétravail, quelles seraient vos recommandations? Parce que tu l'évoquais, on fait moins de pauses, on n'a pas les sas de décompression matin et soir, on a tendance à se mettre en tunnel, je ne bouge pas devant l'ordi toute la journée. Donc, quels seraient un petit peu vos conseils pour ne pas être trop connecté quand on est aussi en télétravail et peut-être aussi à mettre les limites le soir quand on arrête. Alors moi, de la même façon, je m'envoie des réunions pour faire du sport. Donc, je me bloque des créneaux sport d'1 semaine ou 10 jours en avance pour pas, pareil, me trouver l'excuse de la journée est passée trop vite, je me suis pas levée. Donc, en fait, c'est prévu dans mon agenda.
Et ce qu'on a fait, nous, on a créé des vidéos sur le télétravail un peu décalées, où en fait, on essaie aussi de déculpabiliser les gens. En disant, donc on a une vidéo d'un collaborateur qui joue de la guitare, qui dit, bah oui, moi, après une réunion épuisante où j'en peux plus, j'en ai enchaîné 3, je comprends pas, et bah du coup, je fais de la guitare. Donc voilà, essayer un peu de déculpabiliser tout le monde en disant, on découvre en fait tous ce système-là, donc on fait comme on peut. Ce qu'on fait aussi, c'est du coup, on essaye maintenant de proposer des créneaux de 45 minutes seulement quand on a des réunions, pour qu'on ait au moins 15 minutes de battement, en fait, pour juste sortir la tête un peu de l'eau. Donc ça, c'est quelques éléments qu'on essaye d'apporter au collab et te dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas les transports qui, avant, on les voyait comme une plaie, ce temps de transport. Et aujourd'hui, on se dit, ah bah mince, finalement, ils étaient quand même un petit peu utiles pour me faire couper, essayer de le remplacer par autre chose, en fait. Vincent, en complément sur le télétravail? Ouais, un complément de ce que dit Julie, c'est faites attention aussi à pas avoir trop de réunions chaque jour. Ça, c'est quelque chose qui a explosé depuis la mise en place du télétravail. On voit des cadres qui ont des agendas qui débordent de réunions avec 5, 6, 7, 8 réunions par jour. Et le problème quand on fait ça, c'est que si on participe aux 6, 7, 8 réunions par jour, on n'a plus le temps de traiter nos mails. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va traiter nos mails en réunion et donc se mettre dans la situation de multitâche qui nous crée une surcharge mentale. Ou alors, on va faire nos mails le soir, on va faire notre travail de fond le soir ou le week-end. Et là encore, avec la problématique de mélanger vie pro et perso et de continuer à travailler pendant ces heures de repos. Donc ça, faites attention à ça. La bonne question à se poser, c'est de se dire, voilà, est-ce que je ne commencerai pas à dire non à certaines réunions? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une des clés aussi de vraiment avoir le courage de dire non. Et pour ça, la bonne question à se poser, c'est se dire, voilà, si je suis malade et que je ne peux pas venir à la réunion, est-ce que la réunion peut avoir lieu sans moi? Et si la réponse est oui, je ne vais pas à la réunion et je demande un compte-rendu à la personne qui a organisé la réunion. Donc ça, je dis ça bien sûr à ceux qui ont trop de réunions. Si vous avez 2-3 réunions par jour, allez-y. Mais si vous commencez à voir que vos agendas débordent avec, je ne sais pas moi, 6, 7, 8 réunions par jour, attention, vraiment, mettez-vous une alerte. Attention, si je continue comme ça, petit à petit, je vais quand même aller dans le mur parce que je vais mettre ma santé en danger. Oui, et puis si vous n'arrivez pas à dire non, ça peut être oui, mais pas aujourd'hui, demain matin. Et souvent, ça ne change pas la face du monde, sauf si on travaille à la Croix-Rouge. Mais généralement, on peut quand même se permettre des fois d'avoir un peu plus de temps qu'on ne l'imagine. Julie, on nous demande comment vous faites chez Mazars pour du coup que les managers que vous sensibilisez, ça ait des répercussions aussi sur les équipes elles-mêmes. Clairement, c'est pas facile. Enfin, vraiment, c'est un travail de longue haleine et c'est pour ça qu'on travaille sur le sujet depuis longtemps. Ce serait mentir que de dire en un claquement de doigts, en une formation, en un webinaire, en un outil, c'est réglé et tout le monde est sensibilisé. C'est pas vrai. Donc, c'est un travail qu'on travaille sur le long terme. On fait des sondages, en fait, parce que il n'y a rien de mieux que mettre les gens face à une réalité de voilà ce que pensent les équipes, en fait. Les équipes n'arrivent pas à les connecter. Les équipes disent qu'ils ont trop de mails. Et ça, on ne peut pas y opposer grand-chose. Donc, vraiment, avoir de la donnée. Chez nous, c'est un peu aussi comme ça qu'on arrive à faire changer des choses. Et ensuite, en parler un peu tout le temps et leur donner des outils concrets. Donc, cette semaine des usages du numérique qu'on a faite, clairement, j'aurais aimé qu'on ait 10 fois plus de monde qu'on a eu, évidemment, parce que nos managers aussi, ils sont sous l'eau, en fait, et eux aussi, ils ont des tonnes de choses à faire. Donc, c'est essayer un peu de donner des quick wins, en fait, de donner des outils pour que, OK, j'ai une fiche pratique, en fait, de qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire quand on envoie un email. Il y a 4 points, en fait. Ça ne prend pas 2 jours à lire, en fait. C'est un podcast, en fait, qui donne 3 infos. Et donc, du coup, se dire, voilà, prenez le temps avec vos équipes de travailler dessus. Et on veut travailler aussi, donc ça, c'est la prochaine étape sur vraiment qu'est-ce qui définit la culture de l'entreprise au sens large. Et donc, en fait, un peu obliger les managers parce qu'il y a aussi cette notion-là. En fait, on n'est pas du tout coercitif dans nos façons de fonctionner, mais de se dire, ça va aussi intégrer vos évaluations, en fait. Donc ça, peut-être l'avez entendu dans ma voix, je le dis avec presque un peu de... Je marche encore sur des œufs parce que c'est un sujet très délicat, mais on ne veut pas être coercitif parce que les gens croient à leur liberté. Mais à un moment donné, si on veut vraiment que ça évolue, peut-être simplement qu'on définit que la culture Mazars, c'est qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui fait attention à l'équilibre vie pro-vie perso de ses collaborateurs. Et pour ça, comment on fait pour le savoir? On l'évalue tous les ans. Non, c'est super intéressant parce que ça montre une vraie volonté d'engagement. Attention, s'il y a des managers Mazars qui m'écoutent.
Ah ouais, mais c'est hyper intéressant comme évolution, comme projet. Non, non, vraiment, très intéressant. Bah, merci, Et à tous les pardon, 2. je Oui, vas-y, rebondis, Julie. je vois Rachel qui dit apprendre à manager son chef aussi, c'est hyper important. Chez Mazars, on a une DRH qui est brillante, qui est très inspirante et visionnaire, qui parle beaucoup de tous ces sujets-là. Et moi, j'hésite pas du tout à la challenger, à lui dire mais mon Dieu, le temps que tu passes en réunion, là, tu sais combien ça coûte à Mazars et en fait, tu ferais mieux de faire autre chose ou qui du coup qui est hyper sensible à ça et qui me dit bon, t'as vu, j'ai décalé mes mails, je t'en ai pas envoyé. Enfin voilà. Et en fait, alors après, elle est évidemment disposée à entendre ce genre de choses. C'est plus facile pour certains, mais vraiment ne pas hésiter. Il n'y a pas que les gens d'en dessous, il y a aussi les gens du dessus qu'il faut qu'on éduque presque, si j'ose dire, à tous ces usages. Oui, et puis les feedbacks, quand ils sont bienveillants, ne seront pas forcément, Exactement. mal pris, non plus. Ça permet aussi d'évoluer, donc c'est très intéressant. Bah, un grand merci, à tous les 2. On va vous, lâcher à l'heure, comme ça, vous pourrez profiter de votre, pause déjeuner et de faire une vraie pause ce midi en pensant à nous et en étant, déconnectés. Donc, merci beaucoup Julie, merci beaucoup Vincent. Merci. Merci à tous. On vous souhaite un bel été. C'était le dernier webinaire de la saison pour nous et on se retrouve en pleine forme une fois qu'on aura bien déconnecté, du coup en septembre à la rentrée. Un grand merci, passez une bonne journée, à bientôt. Bonne journée, au Merci, revoir. au revoir.